Bien, merci, merci à tous. Bon, je suis vraiment ravi d'être là parce que d'abord, vous me rendez un grand service. Vous m'avez fait replonger pendant quelques jours dans l'histoire de Robert Gamzon et dans tout ce parcours des EI. On a beau avoir été EI toute sa vie, on n'a pas toujours partagé tout ce qui s'est passé dans cette grande aventure des EI. Et donc moi, merci beaucoup. Merci à la loge d'ailleurs de m'accueillir, d'accueillir les EI d'Israël que je représente. Et évidemment, bien sûr, l'année des 100 ans, puisque 100 ans, c'est quand même un symbole aussi, c'est un symbole de pérennité. Je le dis tout de suite parce que je ne sais pas, je suis sûr que Gamzon, il était vivant, aujourd'hui, je pense qu'il serait plus vivant, puisqu'il est décédé en 61, ouais, il serait peut-être vivant. Il aurait vraiment constaté que ce qu'il a créé, ce qu'il a posé, les bases et les fondamentaux qu'il a créés, qu'il a mis en place en 1923 et même un tout petit peu avant, parce qu'il avait démarré un tout petit peu avant, franchement, il se serait dit Kol hakavod, c'est pas un miracle, c'est une réalité. Les EI d'aujourd'hui, je le dis tout de suite, c'est une vraie réalité. Une réalité en France, c'est une réalité aussi en Israël. En France, c'est toujours 3000 ou 3500 jeunes qui campent. Cette année, il va y avoir près de 50 camps de toutes les tranches d'âge. Vous connaissez le système des EI avec la branche cadette, les éclaireurs, les PIF. 50 camps qu'on en France. Bon, c'est un peu spécial pour les 100 ans. Et en Israël, il y a maintenant un groupe local que vous connaissez aussi certainement, qui s'appelle Ron Arad, qui a été créé il y a plus de 20 ans par Jean-Charles Zerbib, qui aurait dû être là ce soir avec nous, mais qui est aussi un des grands bonhommes des EI en Israël. Et ce groupe local, aujourd'hui, c'est près de 250 enfants qui se réunissent toute l'année. Il y a 3 snifim. Il y en a un à Jérusalem, il y a un à Ranana et un à Tel Aviv. Donc ça veut dire que les EI, aujourd'hui, sur les fondamentaux qui ont été posés à l'époque par Gamzon et puis tous ceux qui l'entouraient, je vais en dire quelques mots, aujourd'hui c'est une réalité, c'est toujours aussi vivant et ça correspond vraiment à un besoin de la société. Donc voilà, merci de donner du temps pour ce grand monsieur et de me permettre, moi, d'en parler. Alors, juste pour, je vais faire, j'ai préparé quelque chose, alors je ne sais pas, je vais le suivre, comme ça au moins on ne partira pas dans tous les sens. Et je voulais juste préciser que je ne suis pas du tout historien, et quand on parle de l'histoire des EI, il y a des périodes où c'est vraiment, je suis sous contrôle de certaines personnes devant moi, là, qui sont des éminents connaisseurs de cette période aussi. Il faut être très vigilant parce que c'est une période où il y a eu beaucoup de choses, tellement de choses, que les dates sont importantes, les hommes sont importants, les actes sont importants. Donc, j'ai pas voulu faire de bêtises, alors j'ai écrit quelque chose. Comme ça, je vais le suivre. Ce que je voudrais enfin, pour terminer, avant de passer au déroulé du parcours de Gamzon, parce que c'est ce qu'on m'a demandé d'évoquer, je voudrais simplement dire que en France, bien sûr, Gamzon est connu, pas si connu que ça des générations actuelles. On parle beaucoup de Gamzon. Mais on ne connaît pas tellement l'histoire. En France, on parle beaucoup de la résistance, des EI dans la résistance. Ça, c'est quelque chose qui est assez connu. On connaît un petit peu moins la genèse de la création, parce que c'est une période un peu compliquée de l'histoire des Juifs de France. Et on connaît quasiment très peu le Gamzon en Israël. Ça, c'est quelque chose qui est pas. Donc, en France, c'est plutôt un bâtisseur d'identité. Et en Israël, on le connaît pas beaucoup, mais on le redécouvre au fil des années. Et on voit que les jeunes, par exemple, aujourd'hui, s'y intéressent parce que c'est vraiment un modèle. C'est une référence, c'est un parcours tout à fait exceptionnel. Et en Israël, même, on le sait, s'il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait, il a quand même eu un parcours ici aussi consistant, quelque chose qu'il a réussi. Il a fait pas mal de choses. Et donc, il a été, on l'a dit tout à l'heure, il est décédé à l'âge de 56 ans. Il est né en 1905, il est décédé en 1961. C'est très jeune, et probablement il aurait fait des choses extraordinaires dans ce pays parce qu'il avait une énergie, une créativité, quelque chose qui le distinguait de beaucoup de gens. Voilà, donc très rapidement pour l'histoire, le début de Gamzon, vous savez, Gamzon, il a perdu son père très jeune, à l'âge de 7 ans. Et il a été élevé par son grand-père, qui était un grand rabbin, Alfred Lévy. Et il a grandi un peu dans une atmosphère comme ça de personnes qui sont des
des Alsaciens qui sont venus, qui se sont installés en France. C'est très important dans l'esprit de Gamson, parce que Gamson, on va voir, il a une double comment dirais-je, pas obsession, mais il a deux moteurs dans tout ce qu'il a fait. Le premier, c'est qu'il il a un besoin, il avait besoin de se sentir dans une identité juive. Et il n'était pas forcément pratiquant, même s'il a été élevé par son grand-père, mais il avait une conception du judaïsme et probablement une très très forte volonté que l'identité juive soit présente chez lui et chez les jeunes et les gens avec qui il a travaillé. Et la deuxième obsession, c'est qu'il est français, il est dans le monde de la France en plus de l'époque. Il faut comprendre que la France de l'époque, c'était une France qui sortait un peu de l'affaire Dreyfus, hein, ça venait de loin, mais il était toujours là. Et cette France, elle était quand même, et les Juifs de France étaient patriotes. Et lui, il a créé, et je le dirais, les éclaireurs israélites de France. C'est ces trois lettres qui sont très symboliques. Éclaireur parce qu'il est appuyé sur le modèle du scoutisme, pour dire que c'est avec le scoutisme, par le moyen du scoutisme, que les jeunes vont, le scoutisme juif bien sûr, que les jeunes vont pouvoir s'émanciper, pouvoir intégrer toutes les valeurs que lui, il avait envie, c'est-à-dire les valeurs éducatives, les valeurs de transmission, et les valeurs bien sûr de la nature, les valeurs de la débrouillardise, le vivre ensemble. Ça, tout ça, c'est le scoutisme a été pour lui le moteur, le moyen de son action. Israélite, c'est très important, et il n'a pas dit juif, il n'a pas dit éclaireur juif de France, il a dit israélite, parce que, sous le contrôle un peu de ces messieurs, israélite c'était un terme plus acceptable dans les années 20 et dans les années 30, plus acceptable que le mot juif. Israélite c'était plus large, je dirais ça comme ça, mais peut-être qu'on aura d'autres commentaires sur la question, mais ce n'est pas involontaire qu'il ait mis israélite, et à côté après il a mis la France, et il a mis israélite de France, parce que la France pour lui c'était son socle, c'est un patriote, et il voulait vraiment que les EI soient très intégrés, très, comment on dit, intégrés dans la communauté française. C'était le début de cette histoire. Et si on se replonge dans l'époque, il faut comprendre qu'à l'époque, il y avait beaucoup de tensions dans la communauté juive. Il y avait aussi les juifs qui sont arrivés petit à petit de ce qu'on appelle l'étranger, puisqu'ils sont arrivés par le nazisme en France. Il y a eu des Russes, il y a eu des Polonais. Et il y avait une grande distinction, vous le savez, entre les Juifs de France, ceux qui étaient sur le territoire français, et puis ceux qui sont arrivés. Et lui, sa force, la force de Gamson et de tous ceux qui l'ont accompagné, ben, ça a été d'intégrer ce monde-là. Et il l'a intégré, en fait, avec une philosophie bien particulière, c'est-à-dire qu'il considérait que chaque juif devait pouvoir vivre une identité juive, se développer en tant que juif, quelles que soient ses origines. Et c'est ça le début des EI, le début des valeurs des EI, parce que la première valeur, la valeur numéro 1 des EI, et c'est ce qui a été mis en place par Gamson avec l'aide d'autres comme Edmond Flegg à l'époque. La première valeur, ça a été le pluralisme des cultures, pluralisme identitaire. Et ça a été un grand bouleversement dans la société historique à l'époque, parce que ça n'existait pas. Chacun était dans une case, les religieux, les non-religieux, les sionistes, les non-sionistes. Et donc lui, il a rassemblé vraiment tout ce monde-là, et il a créé le pluralisme. Et comme il fallait faire vivre tout ce monde-là ensemble, alors, il a inventé, avec tous ceux qui l'entouraient, il a inventé le fameux minimum commun. Minimum commun des pratiques juives. C'est-à-dire que tous ces gens-là, ils viennent de tous les horizons. C'est pas possible de les faire vivre ensemble s'il n'y a pas un socle commun. Et c'est comme ça que le fameux minimum commun des EI a commencé à se mettre en place, minimum des pratiques juives. Et puis après, plus tard, on n'en parle pas souvent, le minimum également sioniste. Parce qu'il fallait aussi se déterminer par rapport aux sionistes, par rapport à ce qui se passait, on va dire entre guillemets, en Palestine. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Et après, on le verra que dans l'histoire, finalement, il y a eu des groupes qui se sont commencés à se déterminer par rapport à ça. Et la troisième chose qu'il a mis en place, donc après le pluralisme, après le minimum commun, pour faire vivre, il voulait que tout le monde soit ensemble, les garçons et les filles. Et à l'époque, c'était pas aussi évident que ça de faire ce qu'on appelle la coéducation.
Donc le troisième pilier des EI, après le pluralisme, après le minimum commun, c'est la coéducation. Et il avait en tête vraiment que aussi bien les garçons et les filles pouvaient ensemble, vivre ensemble et faire ensemble le même parcours. Alors ça, c'est vraiment le fondement des EI. Alors à partir de là, il a commencé, on va dessiner les trois périodes. Hein. Donc il y a trois périodes dans la vie de Gamson. La première période, c'est cette fameuse création des EI, on l'a dit tout à l'heure en 1923. Il a créé une patrouille en voyant vivre d'autres scouts et il s'est dit pourquoi pas des scouts juifs. Et ça a commencé comme ça, il a créé une patrouille. Cette patrouille, elle a créé le mouvement, on l'a dit tout à l'heure à Versailles, le 27 mai. Première promesse de cette patrouille à la synagogue de Versailles. Il a reçu à cette époque-là la bénédiction d'un grand rabbin qui était très tolérant, alors que beaucoup ont rejeté cette idée de scoutisme juif, pas forcément très religieux ou pas forcément religieux, bon, enfin avec ce minimum commun. C'était le grand rabbin Libert, qui à l'époque avait une grande influence, qui a une grande influence sur Gamson dans la création du mouvement. Et donc il a commencé à construire ce mouvement, et c'est incroyable comme ça a pris. Ça a pris partout, dans toutes les villes. Il faut savoir qu'aussi à l'époque, les jeunes juifs étaient plutôt déjudaïsés. Il y avait, dans des villes comme Paris, il y avait très très peu, il y avait beaucoup de juifs qui n'étaient pas très, comment dirais-je, rattachés à une forte identité juive. Et ça a très très bien fonctionné. À partir de 1923, les groupes se sont constitués dans toutes les villes. Parmi les grandes villes du scoutisme, il y a eu aussi un moment très important, c'est le scoutisme alsacien, qui a été à l'époque extrêmement dominant, avec de fortes personnalités qui à l'époque ont créé le scoutisme en Alsace. Et il y a eu beaucoup de tensions avec le scoutisme. Le scout d'ailleurs, c'est toujours comme ça, hein, d'ailleurs, hein, dans les groupes. En France, tu as les villes comme ça et les villes comme ça. Strasbourg et l'Alsace a toujours été un des bastions du scoutisme. Et un autre bastion qui, lui, il a développé, il s'était attaché à développer une autre zone géographique. Paradoxalement, c'est l'Afrique du Nord. Il est allé plusieurs fois en Afrique du Nord. Et il a commencé à mettre en place là-bas, parce qu'il y avait beaucoup de juifs qui étaient aussi partagés entre toutes les orientations. Et en Afrique du Nord, il a commencé à créer des villes dans tous les pays d'Afrique du Nord, dans toutes les villes d'Afrique du Nord, jusqu'à un point que, je ne sais pas à quelle date à peu près, mais on va dire aux alentours de la guerre, un peu avant la guerre, il y avait près de 4000 ou 4500 EI en Afrique du Nord. Et en France, à cette époque-là, il n'y avait pas encore 3500, mais pas moins de 3000 ou 3500 EI. Donc ça veut dire que quand même, le groupe s'est fondé en 1923 et jusqu'à la guerre, il y a eu tout ce mouvement d'adhésion d'une jeunesse qui est rentrée. Et bien sûr, il a eu cette force d'être omniprésent. Il faut savoir que Gamson, c'est un personnage très atypique parce que ce n'était pas un homme très fort, c'est un monsieur assez frêle, très vif. Il a été, vous savez, enfin, vous connaissez peut-être un peu son histoire, mais il était très imprégné de bricolage. Il a fait l'école Supélec à Paris, donc c'est un ingénieur électricien, acousticien. Et donc, il a toute sa vie, il a gardé aussi comment dirais-je, ce besoin faire des choses avec les mains. Faire des choses et bâtir des choses aussi avec les mains. À l'inverse d'autres grands personnages qu'il y avait autour de lui, comme Manitou, comme Fleck, qui étaient des poètes ou des intellectuels. Et lui, c'était quand même un homme de terrain, un homme avec les mains. Et c'est très important parce que je ne sais pas si d'entre vous, il y avait des EI qui ont connu l'avenue de Ségur, mais à l'avenue de Ségur, dans le 7e arrondissement, il y a eu un accueil. D'abord, l'avenue de Ségur a été un local qui a été effectivement devenu le siège des EI dès avant la guerre. Et il accueillait les étrangers, les juifs qui venaient d'étrangers. Il y a eu aussi tout un service social qui a été créé aussi à l'avenue de Ségur. Et à l'avenue de Ségur, il y avait des ateliers. Moi, je sais, je suis un peu responsable parce que j'étais président des EI en France. À un moment donné, on a dû nettoyer un peu, parce que ça devenait un peu insalubre. Mais il y avait les ateliers de menuiserie, des ateliers de serrurerie, et les jeunes venaient apprendre un métier dans ces ateliers, et ils venaient de l'étranger. Et ils les accueillaient, et en plus, ils apprenaient un métier. Donc, Gamson, c'est ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aimait les hommes, qui aimait les jeunes, qui aimait l'individu, c'est un humaniste, en fait. Hein. Et donc, toute
toute sa vie, il a été préoccupé parce que les jeunes soient heureux, et dans le scoutisme juif, il les a rendus heureux. Donc jusqu'à la guerre, le mouvement s'est extrêmement développé. Et puis bon, il a une vision, parce que c'est un visionnaire. Après la vision identitaire scout juif, il a une deuxième vision. Il a vu arriver le nazisme. Et il a vu arriver ce qui se passait dans les autres pays, et il s'est dit, ça va malheureusement être très, très, très dangereux en France. Et sa vision, c'est que bien avant la guerre, il a commencé à créer ce qu'on appelait les fermes rurales. Les fermes rurales, ce sont des lieux qui étaient en majorité dans le sud, dans la zone sud de la France. Et dans ces zones rurales, c'était un homme de négociation et un homme de compromis. Il a beaucoup discuté avec les autorités représentatives, puisqu'il y avait un organisme qui s'appelait l'UGIF, qui représentait les institutions juives de France sous le gouvernement de Vichy. Et cet UGIF était, on va dire, un peu un cheval de Troie, j'ai envie de dire. Pour certains, on prenait de l'information de ce qui se passait, de ce qui allait se passer, parce qu'il y avait des représentants de Vichy, et donc il prenait des informations. Et lui, il a vu et il a su qu'il allait avoir une collaboration, il a su qu'il allait se passer des événements terribles, et du coup, il a commencé à organiser ces fermes rurales. Il en a mis plusieurs dans le sud de la France. Les fermes rurales, ce n'est pas encore les maisons d'enfants, parce qu'il y a eu aussi des maisons d'enfants. Les fermes rurales, c'était sur le modèle en fait, des mouvements khaloutziques qui, à l'époque, avaient obtenu l'autorisation de monter des fermes. Et dans ces fermes, on formait les jeunes à l'agriculture, on formait les jeunes pour les préparer notamment à aller dans les kibbutzim. Et c'était une porte avant d'aller en Israël. Et donc lui, il a monté ces fermes, il en a monté plusieurs. Et ça a été le point de départ du sauvetage des Juifs, parce qu'à côté de ça, il a aussi après monté les maisons d'enfants pour accueillir tous les enfants, d'abord ceux qui venaient de l'étranger, et puis après, quand il y a eu à partir de 1942 les rafles, et on est descendu dans la zone sud, à ce moment-là, il a aussi récupéré les enfants juifs, les enfants des familles juives françaises. À ce moment-là, lui, cette vision-là, ça a permis de sauver des centaines d'enfants et des centaines de juifs grâce à ces fermes. Bon, alors il y a ce côté, donc, chez Gamzon, un peu visionnaire, bâtisseur, puisqu'il a réussi à construire avec ses fermes et avec ses maisons rurales. Et à la tête des maisons rurales, il y avait des gens très importants. Lui-même dirigeait une maison rurale, mais il y avait aussi quelqu'un que vous connaissez, qui s'appelle Jacob Gordin, qui était une éminence, enfin, qui devenait une éminence, qui était quelqu'un qui n'était pas très connu, mais qui a dirigé aussi une des maisons. Et il s'était entouré de gens formidables. Il y a aussi d'autres gens que vous connaissez dans cette période de croissance, comme Léo Cohn, par exemple Léo Cohn aussi, ou Saint-Michelin, le rabbin Saint-Michelin. Donc un tas de gens, et puis Marc Agneau. Bon, énormément de gens, il s'est entouré d'énormément de gens qui ont construit avec lui toute cette avant la guerre, et puis qui ont pendant la guerre après agi. Donc la période après qui s'est déroulée, c'est la période où les EI sont rentrés dans la résistance, et il y a eu le fameux maquis juif. Le maquis EI, enfin le maquis juif, où il y avait des EI, et puis il n'y avait pas que des EI, mais c'était le maquis juif. Donc lui, cette période, elle se distingue avec la création de ce qu'on a appelé la sixième. La sixième, c'est une émanation des EI qui a permis de rassembler un certain nombre de cadres des EI. Et la sixième, une de ses fonctions, ça a été de fabriquer tous les faux papiers, de permettre aussi le sauvetage des enfants, de les faire passer en Espagne, de les faire passer en Suisse. Et là, dans cette sixième, il y avait toute une partie des EI qui était engagée là-dedans. Une autre partie après des EI, se sont eux engagés dans le maquis. Et là, il y avait plusieurs dizaines dans le maquis de Vavre. Donc il y a eu beaucoup d'EI qui ont rejoint les forces françaises et qui ont formé à ce moment-là ce qu'on a appelé la deuxième compagnie Marc Agneau. Donc d'un côté, il y avait le sauvetage des enfants organisé principalement par les femmes qui n'étaient pas au combat, qui n'étaient pas dans le maquis, mais il y en avait aussi dans le maquis, mais qui passaient les enfants, qui transportaient les enfants. Et d'un autre côté, un autre, c'était ceux qui se sont engagés dans la résistance
Et là, on a retrouvé des gens qui, après, malheureusement, sont décédés tout au long de cette période. Et il y avait une troisième catégorie d'EI qui avait choisi de rejoindre ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'était comme ça, mais je crois que c'est l'armée juive. C'est-à-dire, en fait, des groupes sionistes qui préparaient les cadres et un certain nombre de gens à partir en Israël. Donc, Gamzon avait donné 3 directions à ce moment-là aux EI. Soit vous êtes dans le sauvetage des enfants, soit vous êtes dans le maquis, soit vous rejoignez les groupes qui vont partir en Israël. Et en fait, c'est comme ça qu'il a commencé à organiser tout ça, parce que ça, c'est une grande force de Gamzon, c'était son organisation, sa détermination, à aller jusqu'au bout de ses idées. Et donc, il était ingénieur officier de transmission quand la guerre a commencé. Il a eu beaucoup de faits d'armes. Il a eu un fait d'armes très connu, c'est que tout au début, il faisait partie d'un petit groupe qui a, comment dirais-je, parce que les Allemands arrivaient sur Reims, et lui, il a pris sur lui de rester avec un petit groupe pour détruire la centrale téléphonique de Reims, qui, si elle avait été tombée entre les mains des Allemands, aurait permis aussi de capter beaucoup de choses, etc. Donc, il a commencé à faire des faits de guerre, et il a eu des croix de guerre, bien entendu. Ça a été un officier exemplaire. Et il a rejoint bien sûr après le maquis, et dans le maquis, il y a eu d'autres faits de guerre, notamment, ce qui est très connu, les EI ont participé à des attaques de train, ils ont participé à la libération de Castres et de Mazamet, donc ça c'est la deuxième compagnie Haguenau. Au passage, il y a eu quelques pertes, beaucoup de pertes même d'ailleurs dans le monde des EI. Léo Cohn, qui a été l'éminence spirituelle avec qui il a commencé à travailler, il y avait une fusion avec le juif allemand là, qui est arrivé, qui avait donné une âme aux EI. Léo Cohn a été assassiné, Saint-Michelin a été assassiné, Marc Haguenau a été assassiné, et bien d'autres. Et je n'ai pas tous, mais je pense que vous en parlerez peut-être aussi si on reparle de ça. Voilà, et donc cette période, lui, il a été blessé presque avant la fin de la guerre. Il a été blessé, il a été hospitalisé, et il n'a pas pu aller jusqu'au bout de l'histoire de la deuxième compagnie Marc Haguenau, qui est partie en Alsace après combattre. Donc lui, il est resté. Et donc la guerre s'est terminée. Et là, c'est la troisième phase. C'est la troisième phase et le troisième étage. Et je m'arrêterai là parce que je sens que je prends beaucoup de temps. Mais là, c'est comme c'est un homme d'action, il s'est dit on ne peut pas laisser la communauté comme ça, on ne peut pas ne rien faire. Donc il a commencé à reprendre en main le mouvement qui avait été stoppé pendant la guerre dans sa partie à jeunesse, mais pas tout à fait, parce qu'il y avait quand même des activités. Et il a repris les rênes du mouvement. Et il a commencé à recréer avec des journaux qui s'appellent Contact Lumière. Vous connaissez peut-être ces journaux-là qui à l'époque ont commencé à réanimer un peu partout les groupes juifs, les groupes pays. Et puis il s'est dit, bon, avec le mouvement de jeunesse c'est bien, mais la communauté était complètement disséminée, puisque après la guerre, tous les cadres communautaires avaient été soit déportés, avait quitté un peu les fonctions. La communauté était dans un très mauvais état à la sortie de la guerre. Et donc, il a eu l'idée de créer l'école d'Orsay. Et ça, c'est aussi une émanation de Gamzon. Et il s'est dit, on va créer une école de cadres, d'abord pour les EI. Et puis après, on verra que ça va évoluer autrement que dans les EI, puisque c'est les EI qui finançaient cette école de cadres, l'école d'Orsay. Et il a lancé cette école d'Orsay avec des gens formidables. Il a trouvé Manitou au passage, il a pris Gordin, il a pris un tas d'autres gens qui sont venus rejoindre. Il y avait Henri Atlan au départ de ce projet. Et donc, il a commencé à créer cette école d'Orsay. Et chaque année, une vingtaine de jeunes faisaient une césure dans leur parcours et venaient apprendre un métier et venaient bien sûr partager cette identité juive que lui, il voulait. Et c'est des jeunes qui venaient de tous les horizons. Et lui, il y avait vraiment garçon, fille, séfarade, ashkénaze, polonais, tout le monde était admis à l'école d'Orsay, à condition de vouloir vraiment passer cette année-là et de le faire sérieusement, parce que Gamzon, c'est quelqu'un de très sérieux, de très ordonné, très rigoureux, beaucoup de méthodes, des horaires. C'était quelqu'un comme ça. Et donc, avec tous ces jeunes qui venaient, il a vraiment mis en place les bases de la reconstruction communautaire. Parce que l'école d'Orsay, elle a duré, je crois qu'elle s'est terminée
dans les années 80, j'en suis pas sûr, un peu avant les années 80, mais lui, il a été le directeur de l'école d'Orsay avec sa femme Denise. J'ai pas beaucoup parlé de sa femme Denise, Denise Lévy-Pivert, avec elle, ils ont 4 enfants, et avec sa femme, c'est sa femme qui l'a accompagné dans tout son parcours professionnel, parcours EI. Ils ont dirigé Lautrec ensemble, et sa femme a été aussi une femme remarquable. On n'en parle pas assez, mais vraiment, ça a été vraiment un soutien pour lui. Ils ont dirigé ensemble l'école d'Orsay pendant 3 ans. Et à ce moment-là, lui, il avait une certaine conception de l'école d'Orsay. Et puis est arrivé Manitou, est arrivé d'autres personnes qui ont voulu donner plus de contenu, plus de spiritualité, peut-être un peu plus de religion, entre guillemets, à cette école. Et lui, c'était pas trop son projet. Son projet, c'était vraiment fabriquer des cadres sociaux. La majorité des jeunes qui sortaient de l'école d'Orsay dans les premières années allaient soit dans le social, soit dans l'éducation. Et lui, c'était ça, sa volonté. Sa volonté, c'était pas de fabriquer des intellectuels, on va dire, pour faire simple. Et donc, au bout de 3 ans, il est parti. Mais aussi, il est parti parce qu'il a fait un voyage ici. Il est venu, entre guillemets, à l'époque, c'était avant 49, puisqu'il est venu en 49. Il est venu juste un peu avant l'indépendance de l'État d'Israël, un peu avant 48. Et là, il a vu ce qui se passait ici. Il a été accueilli ici. On lui a montré plein de choses, bien sûr, dans son métier d'ingénieur, mais aussi dans ce qui se passait dans ce pays, les kibbutz et tout ça. Il a vu tout ça et il a été, il s'est dit, c'est pour moi. C'est le monde où je veux aller, c'est le monde où je dois continuer mon parcours et mon parcours de bâtisseur. Et donc, il a fait avec un groupe de 50 jeunes qui sont pour partie des anciens de l'école d'Orsay, des jeunes de l'école d'Orsay, et puis des EI. Ils sont venus ici en Israël en 49. Ils ont atterri d'abord dans un kibbutz, parce que ce qu'il voulait, lui, son idée, c'était le kibbutz juif, dans la continuité de Lautrec, des fermes rurales. Il s'est dit, je vais faire un kibbutz juif où on va vivre d'une certaine manière avec les mêmes valeurs et les fondements des EI. Et il a atterri à Sde Eliaou. C'est un kibbutz religieux. Et il a passé, je crois, une année là-bas, et il est devenu un simple travers, un électricien. Il posait des câbles, il tirait des fils, il faisait son métier, sans aucune responsabilité, sans aucun engagement dans le cadre du kibbutz. Et puis, bon, il a passé une année, et ensuite il a dit, il y a il s'est présenté une opportunité. Il y avait un autre kibbutz aussi qui ont demandé, enfin les jeunes voulaient aller dans un autre endroit. Ils ont été à, comment ça s'appelle, Nir Tzion, je ne sais plus, je ne connais pas très bien ce kibbutz, cet endroit qui était un kibbutz qui est devenu un moshav. Et le simple fait pour lui que tout son groupe soit parti là-bas et que ce kibbutz soit devenu un moshav, c'est-à-dire plus rien à voir avec la structure très communautaire du kibbutz, à ce moment-là, il a jeté l'éponge. Hein, je dis comme ça, il a dit, bon, c'est pas pour moi. Moi, le moshav et sa conception, c'est pas mon idéal. Et donc, il est revenu à la ville, comme on dit. Il est revenu dans son métier d'ingénieur. Il est revenu à Rehovot, dans la région de Rehovot. Il a travaillé à l'Institut Weizmann pendant 3 ans. Et il a fait là des innovations incroyables. Et il a fabriqué, enfin, il est devenu un grand monsieur en Israël, un grand ingénieur acousticien. Et il a fait des choses qui sont encore aujourd'hui sur les fondements de cette technologie acoustique. Par exemple, le sonar, c'est ce que c'est le sonar, pardon. Le sonar, c'est lui le monsieur qui a créé le sonar, c'est-à-dire quelque chose qui permet de détecter dans des univers souterrains ou dans des univers marins, de détecter par les bruits, écouter les bruits, détecter ce qu'il y avait là-dedans. Et c'est comme ça qu'il a mis en place ces techniques-là, ces technologies-là, qui ont permis aussi de sauver des vies pendant la guerre. Parce qu'on détectait les passages souterrains, etc. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était un ingénieur de très très haut niveau. Et donc il a travaillé à l'Institut Weizmann pendant 3 ans. Il est devenu un grand chef de département ici. Et puis voilà. Et puis alors après, il a voulu rassembler les EI. Il a fait un dernier séminaire en 1960. Il a rassemblé une centaine d'EI d'ici et il a fait venir une centaine d'EI de France. Et il s'est dit, on va fabriquer, je vais être le rassembleur un peu de tout ça. On va donner envie aux Juifs de venir ici parce que son objectif, c'était de faire venir les jeunes ici, de les intégrer et d'avoir des structures ici d'intégration au travers du scoutisme. Malheureusement, en 1961, le 1er septembre, il se noie à Palmachim.
bêtement, on va dire, accidentellement. On ne sait pas très très bien comment il s'est noyé. Et voilà. Et donc son histoire s'est arrêtée à ce moment-là. Mais la vie a continué avec lui parce qu'on est là. Voilà, il y a une loge, il y a des EI, il y a d'autres jeunes qui sont derrière et on est là pour encore 100 ans, hein, si Dieu veut. Merci beaucoup. Merci Michel de nous avoir décrit ce qu'était Robert Gamson, qui est un peu notre père, le père de notre loge. Et je voulais t'indiquer deux détails. L'été dernier, j'étais avec l'un de mes petits-fils. Nous sommes allés en France et nous sommes allés à Versailles. Pourquoi à Versailles? Parce que l'oncle de ma femme était rabbin à Versailles et avait été un contemporain de Robert Gamson. Nous voulions visiter, mon petit-fils et moi, nous voulions visiter la synagogue. Malheureusement, nous n'avons pas pu parce que tout était fermé, c'était en plein été. Mais nous avons été extrêmement impressionnés. Nous avons été impressionnés par quoi? Devant la synagogue, il existe un panneau à destination des touristes qui visitent cet édifice. Et il est question précisément sur ce panneau de la promesse faite en 1923 par Robert Gamson et la création des EI. Nous avons été très fiers, mon petit-fils et moi. Mon petit-fils a pris ça en photo. Je l'ai à la maison, peu importe. Deuxième remarque que je voulais faire, qui est en concordance avec ce que tu as dit, la devise de Robert Gamson, c'était « Tu seras un bâtisseur et non un discuteur ». C'était exactement ce que tu as décrit d'ailleurs lorsque tu as parlé de bâtir avec les mains. C'était exactement l'illustration de la, entre guillemets, doctrine, fermez les guillemets, de Robert Gamson. Alors nous allons essayer d'être dignes de Robert Gamson à l'intérieur de notre loge. Et à présent, grâce à notre ami David et grâce à ton autorisation, merci, nous allons projeter un film où on entend précisément et où l'on voit Robert Gamson. C'est quand même une illustration sonore de la personnalité de Robert Gamson. Alors, un tout petit peu d'attention et nous allons... Ce sera là. Est-ce qu'il faut éteindre la lumière, David? Donc, il n'est pas nécessaire d'éteindre. Oui, c'est très court. Oui. Ça dure quelques minutes. Vous m'entendez? Et par la pensée, je vous vois tous. Il y a des blonds et des bruns. Il y a ce petit louveteau qui a chahuté un peu dans un coin. Il y a ce CC qui se pose de graves questions philosophiques. Ce jeune chef qui se demande si oui ou non il fera l'école de cadre l'année prochaine. Il y a même ce routier un peu blasé, qu'il est d'ailleurs beaucoup moins qu'il veut le paraître. Et ce mouvement qui a donné des héros, mais aussi pas mal de vaseux, il faut bien l'avouer, c'est maintenant toi qui en es responsable. Tu es responsable de ta patrouille et de ton clan. Si ta patrouille ne marche pas, ne dis pas c'est la faute de Pierre, Paul ou Jacques. C'est parce que toi, tu ne fais pas tout ce qu'il faudrait, et peut-être que si tu le faisais, Pierre, Paul ou Jacques serait un meilleur scout. Bien, si tu veux que ça marche, donne l'exemple. C'est la meilleure attitude scout. C'est aussi la meilleure attitude juive. Le rôle du peuple juif, c'est d'être un peuple exemple. Comme il est dit, parmi toutes les nations, car toute la terre est à moi, vous serez un peuple de prêtres et une nation sainte. Je ne veux pas te faire un sermon. La seule chose que je te demande est celle-ci. Ce mouvement est entre tes mains. Ce n'est pas une affaire de vieux chefs et de vieux commissaires. Il faut que les jeunes se lèvent pour relayer les vieux. Le 25e anniversaire ne doit pas être un point d'arrivée, mais un point de départ. C'est comme une course de relais, où nous devons former une immense équipe. Et la course n'est pas une course contre une équipe concurrente, mais contre la laideur et la bêtise des hommes. C'est une course joyeuse de jeunesse, d'espoir et de foi.
Merci David pour cette projection. Dans quelques instants, nous allons passer à la deuxième partie de notre colloque, savoir la table ronde animée par Pascal. Alors Pascal